Audio Jungle. Robert Musil disait que les philosophes sont des êtres violents qui, faute d'avoir une armée à leur disposition, soumettent le monde en l'enfermant dans un système. Parfois, ceux qui se lancent dans la bataille des idées finissent par devenir les comédiens de leur première sincérité et soutiennent leur rôle. Ce sera tout sauf son cas. Et s'il a fondé une école de pensée il y a plus de 50 ans qui a révolutionné le paysage intellectuel français, il n'y aura accepté que des disciples dissidents. Il a fait mentir ceux qui, à droite, pensent que l'intelligence ne sert qu'à comprendre que tout est incompréhensible. Il a trempé sa pensée aux sources de la culture, sûrement pas aux embouchures. Les idées, dans le paysage des idées, peuvent parfois être dangereuses, mais rien n'est plus dangereux que ceux qui ne pensent pas, que ceux qui ne savent pas ce que penser veut dire, et que ceux qui n'ont pas d'idées, car dans ce cas, la première venue leur montera la tête, comme un verre de vin à la tête d'un abstinent. Alain de Benoît, bonjour. 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 Bonjour Alain de Benoît. Nous sommes ravis de vous recevoir. La première chose que je voulais vous demander, quand je vous ai découvert, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nouvelle droite, j'avais 14 ans. Et j'écoutais vos interviews, et ce que j'avais retenu en premier, c'était que la nouvelle droite défendait une forme de gramscisme de droite. Et il disait, je résume, vous me contredirez, il disait en quelque sorte que la bataille politique ne pourrait être gagnée sans une bataille métapolitique, sans une bataille sur le point de vue des idées, en tout cas sur le point de vue de la culture. À l'époque, même si finalement les résultats électoraux, je crois que c'était déjà Marie Le Pen, par exemple, étaient déjà assez importants, et il y avait déjà beaucoup d'hommes politiques qui défendaient certaines idées. Mais il n'y avait pas de journalistes, par exemple, de droite à la télévision, on reviendra sur le sens du mot droite, mais il n'y avait pas de télévision, il y avait finalement un pouvoir culturel qui était entièrement vers la gauche. Depuis 10 ans, ou peut-être 12 ans, ou 15 ans, ou passé, et on a à la tête d'un grand journal d'information, le JDD, qui est normalement à peu près neutre, un homme, disons, qui vient de la droite. On a une chaîne d'infos, normalement généraliste, qui plutôt est tournée, d'ailleurs vous invite, est tournée vers des idées, je ne dirais pas la nouvelle droite, mais en tout cas des idées qui ne sont pas l'intelligentsia de gauche. Et on a même, et là, pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, finalement, des personnages dans des émissions comme Cyril Hanouna, un peu médiatiques, que je pense à des gens comme Jean Messia, des figures qui deviennent presque populaires, rigolotes, des gens d'extrême droite, ou de droite, je sais pas comment on appelle ça, qui deviennent des figures people, amusantes, on présente leurs copines, ça devient presque, qui pourraient faire partie d'une télé-réalité. Et on a l'impression que l'époque vous a donné raison, c'est-à-dire en quelque sorte que quand vous aviez écrit Mémoire vive il y a 15 ans, vous disiez finalement que la bataille culturelle et métapolitique n'avait pas été gagnée. Est-ce qu'en 2023, elle est gagnée ? Non, je ne crois pas qu'elle est gagnée. Mais il y a des changements. Ça, c'est tout à fait clair. Et quand je regarde derrière moi, puisque je parviens en ce moment à un âge déjà un peu canonique, je vois à quel point le monde a changé. Le paysage, les relations internationales, la vie sociale, bon, on pourrait étudier tout ça en détail, mais nous sommes dans un monde en transition. C'est-à-dire que nous voyons s'éloigner un monde relativement familier, qu'on a aimé ou pas aimé, et s'annoncer un autre monde dont nous devinons seulement encore les contours. Alors, je me méfie beaucoup des interprétations en disant ça se droitise, par exemple. Bon, oui, il y a des gens qui se disent de droite et qui occupent aujourd'hui une position
qu'il n'avait pas il y a un certain nombre d'années. Il faut dire aussi que le nombre des médias s'est démultiplié, les réseaux sociaux ont fait leur œuvre, les télévisions privées ont pu créer leur site, etc., etc. Mais moi, j'ai toujours été confronté à une très grande paresse intellectuelle de la part des gens qui se disaient de droite. Et c'est un peu la raison pour laquelle, il y a déjà bien longtemps, je leur disais, en quelque sorte, qu'on ne fait pas l'économie d'une culture, c'est-à-dire, au fond, d'une certaine conception du monde, et que les grandes révolutions politiques dans l'histoire n'ont jamais été que l'aboutissement final d'une révolution qui s'était déjà produite dans le domaine des idées et dans le cerveau des gens, c'est-à-dire les valeurs qui trouvent une certaine résonance dans les esprits, dans l'imagination symbolique, etc. De ce point de vue-là, je crois que oui, nous avons eu très profondément raison, et je ne vois pas d'événement qui nous ait véritablement démenti. Cela dit, je crois aussi profondément qu'il y a toujours aujourd'hui une idéologie dominante qui n'est pas du tout celle de toutes les personnes que vous venez de citer. Donc je suis assez mesuré de ce point de vue-là. Et puis évidemment, on tombe toujours sur l'éternel problème, droite, pas droite, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on en reparlera si vous voulez. Oui, mais oui. D'accord. Vous vouliez reprendre la parole là? Non, pas du tout, non. Pardon, c'était juste une incise. Non, c'est simplement que les tâches restent encore à accomplir. Beaucoup de gens de droite disent on a gagné les idées. On a gagné la bataille des idées. Je crois pas du tout. Ils pensent que parce que la gauche, entre guillemets, a perdu la bataille des idées, eux, ils l'ont gagnée. Non, c'est une sorte de victoire par défaut. Ce que l'on remarque, effectivement, c'est que la gauche intellectuelle est devenue assez stérile. Hein. Les grands penseurs, les grands intellectuels ont disparu les uns après les autres. Hein. On n'est plus à l'époque de Sartre, de Roland Barthes et d'autres. Et d'autre part, il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement théorique. Hein. Donc, on a l'impression qu'il y a une implosion, non pas une explosion, mais une implosion de la gauche intellectuelle et de la pensée critique qui fait le jeu de ce qu'on appelle, pour faire bref, la droite. Ce n'est pas pour autant que les leçons ont été comprises. Quand je parlais de gramscisme ou de gramscisme de droite, je faisais allusion au penseur marxiste italien Antonio Gramsci, qui a été l'un des premiers à bien comprendre que ce que j'indiquais à l'instant, c'est-à-dire que les transformations politiques consacrent dans les faits les transformations intervenues dans le domaine des idées. Cette idée-là, que Gramsci n'avait peut-être pas tort, a mis quelques dizaines d'esprits à pénétrer les cerveaux de droite qui disent maintenant, comme le disait Gramsci, etc. Cela dit, ils n'ont toujours pas lu Gramsci, hein, parce que c'est pas l'auteur très facile, et puis ils ont la flemme, tout simplement. Donc je pense que c'est un travail de Sisyphe, hein, il faut toujours recommencer, et c'est ce que je fais depuis maintenant 60 ans, et notamment plus d'un demi-siècle dans le cadre de ce que, à partir de 79, on a appelé la nouvelle droite, terme vis-à-vis duquel j'ai toujours eu une certaine gêne. D'abord parce que c'est une étiquette directement politique. Moi, je ne suis pas un acteur de la vie politique, je suis un essayiste, un journaliste, un philosophe, un observateur de la vie politique, mais pas du tout un acteur. Deuxièmement, parce que droite, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle droite? Tout le monde sait bien qu'il y a toujours eu de très nombreuses droites, comme il y a toujours eu de très nombreuses gauches. Ça n'aurait pas beaucoup de chance de mettre dans le même sac Guy Mollet, Mao Tse-tung, Lionel Jospin et Staline, n'est-ce pas? Bon, donc il n'y a pas lieu à droite de faire des amalgames de ce genre. Voilà, mais le travail est toujours à faire. Oui, alors, c'est d'accord, mais il y a quand même une chose que... J'avais deux questions un peu en une. Tout d'abord, j'ai remarqué que les gens, disons, qui s'intéressent plutôt
Alors, pour ça, je dis on emploie le terme un peu droite dans le sens d'abus de langage, mais sinon la conversation va devenir trop compliquée. Mais disons qu'ils s'intéressent, disons, à des idées de droit, voilà. Sont plutôt jeunes, étonnamment. Et quand on s'intéresse à la démographie, on voit que par exemple, il y avait une vieille photo de Robert Doisneau où c'était une vieille dame qui lisait le Figaro à côté d'une jeune fille qui lisait Le Monde. Aujourd'hui, les gens qui lisent Valeurs Actuelles sont tous des 18-25 ans. Alors ceux qui lisent Le Monde sont plutôt âgés. Et on a l'impression, d'ailleurs, c'est finalement assez étonnant que les... Alors aussi, il y a une paresse intellectuelle évidente, et peut-être que dans le camp d'en face, finalement, il y a plus de travail. Mais la droite adore les youtubeurs, elle adore les influenceurs, elle adore... Finalement, elle s'est réappropriée étonnamment une culture du web, et c'est ça ce qui est assez... sans doute une paresse intellectuelle, mais qui finalement fait que... Oui, là aussi, je serais assez nuancé. Bon, il est très clair qu'il y a un phénomène de génération qui est en cours depuis longtemps. C'est pas tout à fait un hasard si ce qu'on a appelé plus tard la nouvelle droite est apparu à peu près au même moment qu'apparaissait notamment aux États-Unis ce qu'on appelait la New Left, c'est-à-dire la nouvelle gauche. Bon. C'est vrai aussi que chez des jeunes qui ont échappé à cette idéologie dominante que j'évoquais tout à l'heure, vous avez un intérêt nouveau pour les idées, pour la culture, etc. Alors il y a une contrepartie néanmoins, c'est que cette culture nouvelle, propagée par YouTube, par les influenceurs, etc., empruntent plus à l'image qu'à l'écrit. Donc, on retombe là sur le problème qu'il y a de moins en moins de lecteurs et de plus en plus de voyeurs, si j'ose dire. Hein. Je pense que c'est quand même assez préoccupant parce que l'image ne structure pas le cerveau comme la lecture où on peut s'arrêter, prendre une note, réfléchir, etc. Et c'est souvent au prix d'une assez grande confusion. Et moi, je crois qu'une conception du monde cohérente doit être précisément cohérente, c'est-à-dire structurée, articulée. Les gens ne voient pas que parfois ils soutiennent des idées totalement opposées sans s'apercevoir qu'elles sont véritablement opposées. Mais c'est vrai, de toute façon, que l'on va vers ce nouveau monde et qu'il y a un grand renouvellement. Je ne sais pas si tous les lecteurs de Valeurs Actuelles ont 18-24 ans. Il y a aussi une vieille garde qui est éliminée par les progrès de la physiologie, n'est-ce pas ? Mais vous avez incontestablement quelque chose d'assez nouveau et qui échappe à ce vieux monde. Il faudrait d'ailleurs aborder ici la question de ce qu'on a appelé le populisme, par exemple, qui est une étiquette commode pour désigner des phénomènes politiques ou sociétaux qui échappent à l'ancien modèle, si vous voulez. Quand on regarde grosso modo la vie politique en France et en Europe depuis 40 ans, on s'aperçoit d'un affaiblissement progressif de ce qu'on appelait les grands partis de gouvernement, qui structuraient la vie électorale depuis des décennies au profit de choses bizarres, nouvelles, imprévues, des partis parfois un peu fantaisistes, des amuseurs publics qui deviennent des chefs de mouvement, ce genre de choses. En même temps que du point de vue de la sédimentation sociale, le clivage horizontal droite-gauche, qui structurait droite-gauche et horizontal parce que vous avez la droite à un bout, le gauche à l'autre, entre les deux vous avez un curseur et le curseur se balade dans un sens ou dans l'autre au fur et à mesure de la vie électorale. Là vous avez une autre opposition qui n'est plus du tout horizontale mais qui est verticale, qui oppose grosso modo le peuple qui s'estime invisibilisé, exclu, pas écouté, pas reconnu, et des élites autoproclamées qui, elles, ont perdu tout ancrage dans le sol national, sont devenues très hors sol, et qui créent des nouvelles formes d'opposition. Donc il faut saisir tout ça en même temps. Mais je vous rejoins tout à fait pour dire que chez beaucoup de jeunes, il y a une appétence vers la découverte ou la redécouverte de choses que leurs aînés avaient complètement oubliées. Oui, et alors, j'avais quand même une question parce que
vous avez été au Figaro Magazine et vous disiez dans Mémoire vive, alors peut-être je résume un peu rapidement, mais qu'en quelque sorte, jusqu'à la fin des années 80, vous publiez à la table ronde, vous passez à l'apostrophe, vous êtes chez Robert Laffont, au Figaro Magazine, vous avez des tribunes dans le monde, finalement vous êtes accepté dans les médias. Et c'était l'époque de Figaro Magazine, de Louis Poels, de Robert Hersan. Et à partir des années 90, chape de plomb moral, idéologique, et tout s'arrête. Et est-ce que finalement, Bolloré n'est pas un remake d'Hersan? Et alors, deuxième question, j'ai été assez étonné parce que j'ai l'impression, moi, qu'il y a quelque chose d'Hersan chez Bolloré. En tout cas, il y a dans le JDD peut-être quelque chose de Poels du Figaro Magazine. Et alors, j'étais assez étonné, pourquoi dans la dernière livraison d'Éléments, alors je sais que, au contraire, vous attaquez, la revue Éléments est assez contre Bolloré, et à la résistance idéologique à Bolloré. Alors là, Non, je pense pas qu'il y ait... Non, là, je crois que vous avez lu un peu rapidement. Bolloré n'est pas l'ennemi. C'est un type qui a le poids que l'on sait dans les médias, qui pousse dans un sens qui n'est pas celui de cette idéologie dominante, qui chez lui en plus répond à des convictions catholiques très fortes. Bon, ça c'est absolument certain, mais non, c'est pas là l'ennemi. Maintenant, ce que vous indiquiez tout à l'heure, je me suis pris en exemple, effectivement, lorsque j'ai publié mes mémoires sous le titre Mémoire vive, en remarquant que jusqu'au milieu des années 80, chaque fois que je publiais un livre, en général, il paraissait chez un grand éditeur, et j'avais des recensions favorables ou hostiles, mais ça c'est la règle du jeu, dans à peu près tous les quotidiens hebdomadaires. Bon, j'étais inclus, j'ai participé pendant près de 10 ans à l'émission Panorama sur France Culture, j'écrivais au Figaro Magazine, je publiais chez Albin Michel, chez Robert Laffont, etc. Et puis, à un certain moment, c'est fini. Les livres que je publie, je les propose à des éditeurs qui, sans ça, ne me les demanderaient pas. Les critiques littéraires se font plus rares. Et finalement, c'est l'ostracisme par le silence. Alors, il n'y a que deux hypothèses. Ou tout d'un coup, je me suis mis, l'âge venant, à écrire des folies extrémistes, ce que je ne crois pas, ou l'atmosphère a changé. Pourquoi est-ce qu'elle a changé? Pourquoi est-ce que ce qu'on a appelé pendant longtemps le terrorisme intellectuel, puis la pensée unique, puis la chape de plomb, tout ça s'est instauré? C'est justement une réaction au phénomène que vous décriviez très bien tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui tenaient le haut du pavé commencent à se voir menacés. La banquise est en train de fondre sous leurs pieds, et comme le chien qui devient très méchant quand on veut lui prendre son os, ils réagissent en disant faut boucher les trous, mais il y a trop de trous dans la digue pour leurs petits doigts. Par conséquent, ça devient dramatique. Regardez les articles du Monde et de Libé qui disant par exemple sur le thème la droite a gagné la bataille des idées, ce qui joue à se faire peur, ou bien personne n'a plus peur du Rassemblement national, qu'est-ce qui se passe, où est la digue sécuritaire? Bon, alors c'est une réaction de gens qui sont menacés qui se sentent perdre peu à peu leur position, leurs privilèges, parfois leur prébande, et évidemment à qui ça déplaît souverainement. Donc leur réaction est à la mesure de leur peur, car eux aussi ils ont peur. Oui, d'ailleurs, vous disiez une chose assez intéressante sur ça, vous disiez que si la haine est de gauche, je crois que c'est Jacques Julliard peut-être qui vous a dit ça ou je sais plus, que la haine est de gauche et le mépris est de droite, parce que il y a quelque chose dans la gauche, en tout cas dans l'adversaire, on l'appelle un peu, de l'ordre de l'égalitaire, donc c'est la haine, alors que la droite a plus tendance à mépriser et finalement un peu à la Monterland à avoir un respect pour l'adversaire. C'est vrai, c'est une remarque en effet de Jacques Julliard, qui est disparu tout récemment et que je connaissais bien. J'avais avec... Très bien de vous. Oui, j'ai
son dernier entretien est paru dans Éléments, d'ailleurs. Hein. C'est un entretien sur Georges Sorel, paru il y a 3 ou 4 mois, qu'il avait donné à Éléments, et c'est l'un de ses tout derniers textes, et certainement son dernier entretien. Cette remarque de Jacques Julliard est très juste. Il y a les gens qui haïssent et les gens qui méprisent, et c'est vrai que chez ceux qui haïssent, on trouve beaucoup de gens de gauche. Alors, bien sûr, on trouvera toujours des exceptions. Hein. Il y a aussi des gens de droite qui haïssent. Mais cette démarche de haine est plus fréquente à gauche qu'à droite. Ne serait-ce que parce que la droite a toujours une façon un peu esthétique d'aborder les problèmes. Un grand écrivain, même si on n'aime pas tellement ses idées, on dit « Ah, quand même, quel talent », etc. Tandis qu'à gauche, on considérera que le talent est plutôt une circonstance aggravante. Oh, puis alors là, il a du talent, donc silence total. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Le mépris, qu'est-ce que c'est mépriser? C'est quand on se fatigue pas à réfuter des gens qu'on trouve tout à fait idiots, qu'on estime qu'être attaqué par des crétins est un grand honneur, et qu'il faut regarder tout ça d'un peu haut. Et c'est la droite qui fait usage de ces notions de haut et de bas. Pour mépriser, il faut être un petit peu au-dessus. Donc la gauche, elle a du mal à être au-dessus, puisqu'elle est, comme vous le disiez, très égalitaire. Donc les gens qu'il faut éliminer, il faut vraiment les détester, les haïr pour les exclure. C'est une remarque que je trouve très juste et qui, effectivement, dit long. Oui, dans le même ordre d'idée, j'ai l'impression qu'à gauche, je crois que c'est vous qui disiez ça, on pardonne, mais on n'oublie pas. Alors que peut-être dans l'autre cas, on a plus tendance à oublier, mais à ne pas pardonner. C'est-à-dire qu'à gauche, on pardonne si on fait, si on s'excuse, etc. Mais, et si on fait le devoir de contrition. Mais il y a le devoir de mémoire, on n'oublie pas. Alors qu'à droite, on a une forme de loyauté, donc finalement on ne pardonne pas, mais par contre on oublie. Oui, c'est La Rochefoucauld, je crois, qui avait dit, parler de quelqu'un qui n'avait pas la mémoire des insultes qui lui étaient adressées, tout simplement parce qu'il les méprisait. Donc on retombe dans ce que vous avez indiqué tout à l'heure, vous savez, de minimis, consul, je ne sais plus quoi, enfin bon, le consul ne se préoccupe pas des choses minimes, hein, voilà. Oui, c'est la même chose. Maintenant, sur cet égalitarisme je crois qu'il faut bien distinguer les choses parce que c'est un point où le discours parfois n'a pas toujours été bien compris. Critiquer l'égalitarisme, ce n'est pas critiquer l'égalité en soi. Il y a des relations d'égalité dans un très grand nombre de domaines, entre les hommes et les femmes d'abord, l'égalité politique des droits politiques des citoyens, ce sont des choses auxquelles nous ne trouvons rien à redire, bien entendu. Maintenant, il y a différentes sortes d'égalité. Il y a l'égalité proportionnelle, l'égalité géométrique et bien d'autres encore. Là où les choses dérapent, c'est lorsque la notion d'égalité est prise comme synonyme de mêmeté. Lorsqu'on croit que l'égalité, c'est lorsqu'il n'y a pas de différence. Lorsqu'on ne peut pas reconnaître l'égalité dans la différence, là, on est complètement perdu. Je prends un exemple simple, très actuel. Il y a aujourd'hui, à la faveur des dernières modes sociétales en cours, des gens qui pensent que les hommes et les femmes seront égaux lorsqu'il n'y aura rien qui les distinguera. Hein. D'où la théorie du genre qui vous dit mais on est tout à fait le sexe biologique compte pour rien, on choisit ce qu'on veut et ça prouve bien qu'on est exactement les mêmes. Bon, c'est totalement faux, c'est scientifiquement faux. Vous allez faire les démons du bien. Hein, oui, j'avais évoqué ça. J'ai été un des premiers d'ailleurs en France à critiquer la théorie du genre dans ce livre qui s'appelait Les démons du bien, qui était paru chez le regretté Pierre-Dominique Deroux. Pierre-Guillaume Deroux, pardon. Et donc, on croit que pour réaliser l'égalité des sexes, on va supprimer
tout ce qui les différencie, alors que c'est au contraire ce qui les différencie, qui pour la plupart des gens fait l'intérêt de la chose, si j'ose dire. Hein. Donc, l'égalité, ce n'est pas la mêmeté. Voilà. Or, aujourd'hui, c'est de plus en plus dans le sens de la mêmeté. J'ai été d'ailleurs jusqu'à parler de l'idéologie du même pour désigner les formes aussi bien religieuses que profanes de cette idéologie qui nous dit, finalement, tous les hommes sont les mêmes. Ils sont égaux parce que c'est finalement les mêmes. Et par conséquent, les différences linguistiques, historiques, ethniques, culturelles, etc., bon, tout ça, c'est transitoire, c'est pas très important. Au fond, quand on enlève toutes les différences, on voit bien que le noyau qui reste, c'est le même partout. Le problème, c'est quand on dépouille un individu ou un peuple de toutes ses caractéristiques singulières, il n'y a pas de noyau qui reste, il n'y a plus rien du tout. C'est le vide, hein, c'est l'égalité dans le vide. Oui. Alors, il y a un autre axe de votre œuvre qui m'intéresse. Et alors là, je sais que vous allez me contredire, mais on est là pour ça. Mais ça pourrait être résumé à la de La Rochelle avec une phrase qui dirait « faire une politique de gauche avec des hommes de droite ». Et j'ai l'impression, quand on regarde votre parcours idéologique, et je vais résumer, je sais que c'est caricatural, on pourrait dire qu'à chaque décennie, vous avez quand même fait pas un pas vers la gauche, mais un petit peu. Dans le sens, vous commencez au début à Europe Action avec oui. On est, voilà, mais c'est on est déjà dans la préhistoire. Voilà, dans la préhistoire. Mais en tout cas, on est dans ce qu'on peut appeler l'extrême droite. On n'ayant pas peur des mots. Et finalement, la naissance du Grèce, quand même, c'est déjà une volonté de rompre avec des tribunes de l'extrême droite et avec certaines, au fur et à mesure des années, ça c'est un peu un débat interne. Et j'ai l'impression que le Grèce, c'est quand même à abandonner certaines choses au fur et à mesure des années. On pourrait dire que c'est modéré, il y a eu des évolutions. C'est pas tellement qu'il s'est modéré, c'est simplement qu'on a réfléchi de plus en plus par nous-mêmes. Oui. Lorsqu'on a 15, 16, 17 ans, on est militant, ce qui est une très grande qualité. Je plains beaucoup les gens qui n'ont jamais été des militants. Mais on se fait à cœur de répéter les slogans, les trucs. On est comme le taureau, il y a la muleta qui est agitée devant vous, on fonce. Alors on aurait dit Marx c'est affreux, Rousseau c'est horrible, Freud c'est abominable, etc. Et puis un jour on commence à les lire, on dit mais tout n'est pas stupide, il y a peut-être des choses qui sont à reprendre. Et là, évidemment, c'est en quoi la nouvelle droite a été d'ailleurs le plus nouvelle, si vous voulez. Traditionnellement, la droite a été quand même assez indifférente, pas toujours, mais assez indifférente à la justice sociale. C'est pourquoi elle est mal placée pour écouter les doléances populaires aujourd'hui. Mais pour prendre les choses sous un autre angle, regardez ce fait extraordinaire, pas suffisamment remarqué à mon avis. Les 2 dernières élections présidentielles, dans toute l'histoire de France, dans toute l'histoire de la Ve République, c'est la première fois que les 2 finalistes, qui ont été Emmanuel Macron et Marine Le Pen, refusaient l'un et l'autre de se situer par rapport au clivage gauche-droite. Alors, pour des raisons évidemment très différentes, mais là aussi, il y a une évolution. L'évolution qui a mené du Front National au Rassemblement National est également une évolution caractéristique singulière, si vous voulez. Donc, toutes ces petites nouveautés-là sont très importante à noter. Malheureusement, les gens ne les voient pas. Il y a quand même dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains une espèce de mouvement spontané qui les porte vers les choses insignifiantes, superficielles, qui n'ont strictement aucun intérêt. La moindre déclaration de Sandrine Rousseau fait un peu rigoler et engendre des commentaires à l'infini, alors qu'il faut voir les choses plus simplement. Sandrine Rousseau, c'est un personnage burlesque. C'est le théâtre de Guignol, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment prendre au sérieux.
sérieux. Je prends un autre exemple, il n'y a pas très longtemps, une chanteuse à la renommée incertaine et dont j'ai déjà oublié le nom, déclare fébrilement dans une émission de télévision, je crois, que la chanson de Michel Sardou, les lacs du Connemara, est une chanson abominable, immonde, et immonde parce que de droite. Bon, déjà, c'est assez bizarre de juger de l'intérêt et de la valeur d'une chanson par l'étiquette politique de son auteur, mais je veux dire, cette opinion-là, tout le monde s'en fout. Et pendant des semaines, on dit alors pour ou contre les lacs du Connemara, bon. Et puis, pouf, autant on emporte le vent, ça part. Hein. Toutes ces choses-là n'ont aucun intérêt. Les gens sont un peu comme la mouche qui est collée sur la vitre et qui n'arrive pas à trouver le moyen d'aller derrière. Donc, elle est excitée comme ça par des déclarations. Et puis, là, il faut bien dire aussi que la télé, les réseaux sociaux favorisent ça. Hein. C'est évident que tous les animateurs, à commencer par le brave Cyril Hanouna, adorent le clash. Hein, bon, pourquoi ? Parce que le clash, ça fait le buzz. Hein. Alors, si ça fait le buzz, c'est très bon, voilà. Bon, alors évidemment, là, je suis très très en retrait parce que je dois dire, premièrement, je ne suis sur aucun réseau social. Deuxièmement, j'ai même pas de téléphone portable. Troisièmement, le clash m'emmerde, pour tout dire, et le buzz aussi. Donc, vous voyez, de ce côté-là, je suis relativement inadapté à mon époque. Mais ça veut dire aussi que je suis préservé de tout un tas de choses insignifiantes et je préfère réserver mon temps à des choses plus lourdes, si vous voulez. Mais alors, pour revenir à la question, j'ai quand même l'impression que dans vos livres, si on regarde, il y a quand même une évolution dans le sens où plus on est arrivé, plus vous êtes intéressé à la question sociale. Peut-être je me trompe, peut-être complètement je me trompe, mais j'ai l'impression qu'au début, disons que vous êtes peut-être pas passé de l'aristocratie au populisme. Finalement, et on pourrait dire que vous êtes arrivé à l'aristocratie du peuple, mais les premiers livres, je vais peut-être vous dire des banalités, mais disons qu'on parle de Junger, on parle de Zola, on parle de... Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose d'assez aristocratique. Et vers le temps, on va vers Édouard Bers, vers Julien Sorel, vers Proudhon. Il y a quand même une inflexion. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, il y a eu une inflexion, c'est un tropisme peut-être personnel, mais qui est entretenu non seulement par des lectures, mais également par le spectacle de ce que je vois. Je veux dire, le social, c'est aujourd'hui la première des préoccupations. Tous les sondages le montrent, bien avant l'écologie, avant même l'immigration, la façon dont la précarité, la pauvreté se répandent, c'est ce qui préoccupe aujourd'hui les gens pour eux-mêmes et pour leurs enfants. D'autre part, en lisant... on va dire un gros mot, en lisant Karl Marx, je me suis aperçu que sur certains plans, il y a beaucoup de choses à laisser dans le marxisme. D'un autre côté, quand on prend la patience, il en faut, de lire le Capital, on s'aperçoit que, à mon avis, Karl Marx a donné la description la plus pertinente dont on dispose des mécanismes du fonctionnement de la logique du capital, c'est-à-dire l'illimitation, toujours plus de marché, toujours plus de profit, etc. Je ne vois personne qui ait donné une meilleure description. Et comme je pense que l'idéologie dominante, c'est fondamentalement celle, je dirais, l'addition du capitalisme libéral, de l'idéologie du progrès et de l'idéologie des droits de l'homme, bien sûr, je me suis avisé de ce que la critique de ces idéologies avait été menée par des auteurs, souvent de gauche, bien différents. Le rôle capital de George Orwell, de Christopher Lasch aux États-Unis, de Jean-Claude Michéa, qui vient de sortir encore un nouveau livre en France, de Serge Latouche à propos de la décroissance. Tous ces auteurs, finalement, nous avons assimilé, étudié, essayé d'en extraire la substantifique moelle, ce qui ne nous a pas empêché de continuer à parler de Junger, de Spengler, de Carl Schmitt, d'Evola, etc. C'est-à-dire que notre caractéristique en tant qu'école de pensée, c'est d'être parvenu à des nouvelles synthèses.
Non pas des choses faites de briques et de broc, mais des choses qui forment un puzzle où les pièces trouvent leur place chacune vis-à-vis des autres. Mais il y a quelque chose qui m'a amusé, c'est que aujourd'hui tous ceux que les penseurs, les écrivains qui représentent finalement, qui on néolient dans Éléments, ou en tout cas qui intéressent, je pense, une place dans le paysage intellectuel français pour représenter des idées, en tout cas, c'est toujours ennuyé de définir, on ne sait pas comment, mais disons de droite. Mais dites-le comme vous le sentez. Voilà, c'est pas dans le sens droite, mais disons qu'ils ne représentent pas l'ordre moral, enfin, etc., qui sont un peu contestataires. Je pense à Finkielkraut, qui vient de la gauche. Et un journal que j'écris, Causeur, c'était Elisabeth Lévy, elle vient de la gauche. Régis Debray, vient de la gauche. Notre ami commun aussi très proche, qui a été merveilleux, Roland Jacquard, était au Monde, était tout à fait à l'homme de gauche. Renaud Camus, qu'on avait reçu, était, on ne peut pas, plus de gauche. Tout à fait. Et j'ai l'impression que autant tous ces gens qui viennent finalement un peu de l'ordre moral et viennent un peu du camp du bien, sont allés, j'allais dire, vers le camp du mal, presque aussi par attirance, vous venant finalement de la droite radicale, au contraire, vous êtes allés puiser chez des penseurs de gauche, ce qui, pour des gens qui viennent eux-mêmes de la gauche, est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est amusant que vous disiez ça. D'abord, je crois que c'est tout à fait vrai. Vous avez donné de très bons exemples. Vous auriez pu citer aussi Michel Onfray, par exemple, dont on dit partout qu'il s'est droitisé et qui dirige une revue qui s'appelle quand même Front Populaire. Vous auriez pu citer Marcel Gauchet, Jacques Julliard et encore bien d'autres. Oui, il y a un certain nombre de gens dits de gauche qui, au vu de l'évolution de la société, ont pris des distances avec leur famille d'origine et se disent là on s'est trompé. Alors évidemment ils sont dénoncés comme des vipères lubriques, des traîtres à la cause, etc. Mais en réalité c'est très significatif. Et alors pendant que eux, venus de la gauche, prenaient de la distance vis-à-vis des bêtises de leur camp, nous, venus de la droite, nous prenions conscience des bêtises aussi du camp. Alors tout ne s'est pas clarifié, mais on redistribue les cartes, voilà. Et quand on redistribue les cartes, c'est là où il faut avoir un bon jeu. Et il y a un point sur lequel je trouve que la nouvelle droite a eu un rôle essentiel, c'est l'économie. Parce qu'à droite, ou à l'extrême droite, on n'a jamais aimé l'économie. Les libéraux trouvent que finalement, c'est quand je dis l'économie, c'est le social, en tout cas, s'intéresser aux théories économiques. Ils trouvent que c'est se couper les cheveux en quatre. L'extrême droite veut qu'il y ait une urgence, donc l'économie, ça ne s'intéresse pas. Et d'ailleurs, tous les hommes politiques qui ont présenté, disons, des courants de la droite conservateurs ont eu des avis sur l'économie très variants. Le Pen jusqu'en 81 est solidariste, ultralibéral de 80 à 86, de 86 à 2000 il est quasiment tiers-mondiste, enfin il redevient libéral. Zemmour encore aujourd'hui dit qu'il est libéral à l'intérieur mais pas libéral à l'extérieur, c'est-à-dire voilà, on a un avis sur l'économie qui est disons pas, sans aucun mépris, mais pas loin de l'avis du comptoir, c'est-à-dire il faut que ça se règle quoi. Et la nouvelle droite a dû penser l'économie. Oui, vous avez raison, là encore. À droite, il y a souvent eu une méconnaissance et un désintérêt surtout de l'économie. D'abord, on disait l'économie et le social, toujours, alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors si, malgré tout, les seuls qui se sont souciés d'économie, mais dans une direction que je trouve extrêmement mauvaise, ce sont les auteurs libéraux. Alors Hayek, Friedman, les nouveaux économistes, etc., Henri Lepage à l'époque, et bien d'autres. Et les autres familles de droite, ça les ennuie, ça leur paraît compliqué. Et puis comme la fibre sociale est chez eux assez restreinte, disons que ils sont passés à autre chose. Ben oui, je crois que c'est une très très grande erreur et que il faut avoir des positions en économie et que certains cercles de gauche marginaux, comme peu connus, l'école de la critique de la valeur, par exemple, l'école de la décroissance et d'autres,
sont parvenus à des conclusions que je trouve personnellement très, très valides. Donc, l'économie, c'est pas quelque chose de subalterne. Hein. Alors, et surtout, faut pas confondre l'importance de l'économie et le primat de l'économie, si vous voulez. Hein. Il est évident, alors là, que la droite, à très juste titre, a toujours défendu le primat du politique sur l'économique. Ça, je suis totalement d'accord là-dessus. Ça ne veut pas dire que l'économie ne joue pas un rôle fondamental. On voit bien, au contraire, ça joue un rôle tout à fait essentiel. Donc, les deux, bien sûr, je suis contre le primat de l'économie, mais j'estime que l'économie est quelque chose d'extrêmement important, n'est-ce pas, hein? Oui. C'est d'ailleurs, et qu'en étant parfois Zemmour et tout, il y a un côté, comme on est contre le primat de l'économie, n'en parlons pas. Oui, alors là, je veux pas faire de procès d'intention à quiconque, bien sûr, mais il est évident que quand on se lance dans le jeu électoral, hein, Éric Zemmour était quand même un écrivain, un essayiste, et puis il a fait le grand saut. À tort ou à raison, l'histoire le dira. Mais quand on se lance dans l'aventure électorale, on a besoin de sous. Ça coûte cher hein, de faire de la politique, de faire des campagnes électorales. Alors, si on prend des positions trop antilibérales, on se dit, ouh là là, on va froisser les entrepreneurs, on va froisser les investisseurs, on va froisser les gens qui vont nous aider, et puis on veut toucher ce que Zemmour appelle par exemple la bourgeoisie patriote, qui à mon avis est tout à fait énigmatique et fantomatique, mais la question n'est pas là. Donc il y a aussi parfois l'intérêt bien compris qui dit, bon, on va pas gratter de ce côté-là. Moi, je crois qu'il faut au contraire gratter de ce côté-là, qu'il faut répondre de façon claire, précise au capitalisme libéral, à la dévastation des sociétés, dévastation de la terre, dévastation des cultures que son extension planétaire représente aujourd'hui, et que ce n'est pas là une chose dont on peut faire l'économie. L'avantage, évidemment, c'est que la Nouvelle Droite n'est pas un parti politique, elle n'a pas besoin qu'on investisse sur ses résultats électoraux, elle se situe à un autre niveau et son domaine est différent. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne faut pas faire autre chose. Une société qui serait composée uniquement d'intellectuels serait totalement invivable. Hein. Je suis le premier à le dire. Hein. Il faut aussi des épiciers, des fleuristes et des informaticiens, n'est-ce pas, dans une société. Mais chacun fait pour le mieux ce où il est a priori le plus compétent. Et deuxième chose, ça c'était, j'ai eu au téléphone hier Étienne Chouard, qui d'ailleurs apprécie vos travaux, et qui avait une question, parce que je lui ai demandé s'il avait une question pour vous. Et il m'a posé une question assez intéressante. Il m'a dit, alors, la première question c'était si vous êtes démocrate, à la suite, mais comme il n'était pas sûr que vous soyez démocrate... Je suis très démocrate. Alors, donc il a raison, parce qu'il se disait, si vous êtes démocrate, il n'était pas sûr. Il s'est demandé dans quelle mesure... Il est très étonné que les souverainistes, ou en tout cas les souverainistes qui se disent démocrates, ne s'intéressent pas du tout, en quelque sorte, à la question de ce qu'on appelle le droit constituant, c'est-à-dire le mode de scrutin, le pouvoir constituant. Et alors, il a toujours l'impression que finalement, alors lui, il n'est pas sûr que la démocratie est le meilleur des régimes, du tout. Mais que si on est démocrate, dans ce cas-là, il y a une question à propos du pouvoir constituant. Et donc sa question était, si vous êtes démocrate, comment feriez-vous autrement qu'avec le processus populaire permanent pour faire appliquer la démocratie ? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, je crois que la démocratie est le meilleur des systèmes et d'ailleurs aujourd'hui le seul possible. La monarchie de droit divin est un rêve et les monarchies qui existent aujourd'hui en Europe sont des démocraties couronnées. Il reste la dictature qui peut avoir son utilité dans certaines situations d'urgence, mais qui a une fâcheuse tendance à s'instaurer, à devenir permanente, et personne ne veut vivre en dictature. Donc je crois que la démocratie est le meilleur système politique et que l'on devrait parler plus souvent de démocratie au lieu de multiplier les discours autour de la République, qui ne veut rien dire du tout, parce que la République c'est la res publica, c'est la chose publique, c'est un terme relativement neutre. Quand on parle des valeurs de la République, on parle strictement dans le vide.
quand on parle de démocratie, on parle de la souveraineté populaire. Et je suis frappé, comme Étienne Chouard, que ceux qui se disent souverainistes ne parlent que de la souveraineté nationale, n'est-ce pas, la capacité de ne pas dépendre de puissances étrangères pour décider en politique, etc. Et jamais de la souveraineté populaire. Or, ça nous amènerait à nous interroger, par exemple, sur la crise de la représentation. La représentation, je partage tout à fait l'avis de Jean-Jacques Rousseau à cet égard. Le peuple, dans le système de la démocratie représentative, parlementaire, libérale, n'est souverain finalement que le jour du vote, puisque à partir dès le lendemain, c'est ses représentants qu'il a élus qui vont détenir la souveraineté, ils vont utiliser cette souveraineté pour décider selon leurs intérêts propres, plus que pour les intérêts du peuple qui les a nommés. Donc la souveraineté populaire, c'est le principe de base de la démocratie. En démocratie, le peuple détient la légitimité politique, la souveraineté et le pouvoir constituant. Donc voilà. Et je crois que pour répondre à la question d'Étienne Chouard, tout simplement, il faut que cette souveraineté populaire ne soit pas entravée. Or, elle est entravée aujourd'hui par la représentation parlementaire, par la République des juges, par des organismes qui se sont arrogés des pouvoirs supranationaux comme la Cour européenne des droits de l'homme, des instances comme le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel qui disent qu'une loi, même votée démocratiquement, ne leur plaît pas si c'est pas conforme à tel ou tel système de valeurs. Et d'une manière générale, les libéraux qui ne reconnaissent pas le caractère organique, l'existence en tant que telle des peuples et veulent analyser la société uniquement à partir de l'individu. L'idéologie des droits de l'homme postule que la démocratie c'est très bien, mais si par hasard le peuple vote démocratiquement une mesure, une loi qui ne serait pas conforme à tel ou tel aspect des droits de l'homme, c'est nul et non avenu. Ben non, la souveraineté du populaire, elle est complète ou pas du tout. Mais dans ce cas-là, qu'en pensez-vous du tirage au sort que défend Étienne Chouard ? Je pense qu'il mériterait d'être au moins expérimenté dans le cadre le plus idoine. On ne peut pas imaginer, à mon avis, qu'on va élire tirage au sort le président de la République. On voit pas très bien par quelle méthode on pourrait y parvenir. Mais il est sûr que dans l'ancienne démocratie grecque, le tirage au sort pour désigner certains magistrats ou autres était couramment utilisé. Ça demande a priori une population relativement petite, très homogène quant aux opinions et aux valeurs, mais je pense que dans le cadre d'une démocratie plus directe et plus participative, le tirage au sort pourrait au moins être expérimenté. Et puis après, on sortira de la causerie théorique pour voir concrètement ce que cela donne. Qu'on fait en cours d'assises, donc. Tout à fait. Tout à fait. C'est un bon exemple d'ailleurs. Les jurys populaires sont tirés au sort et on peut méditer sur ce système qui a fait ses preuves. Alors, j'avais parlé récemment à Florent Philippot, notamment sur le fait pourquoi on ne parlait plus d'économie. Parce que lui, comme ça intéresse beaucoup. Plus d'économie. On ne parlait plus d'économie que les hommes politiques, c'est-à-dire en quelque sorte, parce que lui, à la base, était plutôt économiste. Enfin, c'est plutôt à ça qu'il s'intéresse. Et ce qu'il me disait, c'est que, ce qui est très intéressant au niveau politique, c'est que et Marine Le Pen et Éric Zemmour ont abandonné la sortie de l'Union européenne. Et on a un exemple extrêmement proche de nous, très simple, qui est Mélanie. Mélanie arrive au pouvoir avec, disons, un programme normalement. À côté, Marine Le Pen était quelqu'un de modéré, vous voyez ce que je veux dire. C'était, presque ancêtre du néofascisme. Enfin, il y avait quelque chose, voilà. Et finalement, fait une politique centriste, libérale, parce que, et ce qu'il me disait, à partir du moment
où finalement on abandonne la sortie de l'Union européenne, est-ce qu'on peut vraiment faire un changement de paradigme, notamment sur la question de la mondialisation, de l'économie, etc. Est-ce que c'est possible, premièrement? Et est-ce que, deuxièmement, c'est pas aussi cette raison-là pourquoi les politiques ne parlent tellement plus d'économie? Parce qu'à partir du moment où ils veulent rester dans l'Union européenne, c'est vrai que ça n'est plus grand sens que Marine Le Pen ou Zemmour fassent des programmes économiques tant qu'on est dans l'Union européenne. Mais la question que vous posez, c'est de savoir un peu est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne, y rester ou quoi. Il y a toujours des partisans de la sortie de l'Union européenne qui disent qu'aussi longtemps qu'on sera dans l'Union européenne, on ne pourra pas résoudre nos problèmes. D'autres qui ont renoncé pour des raisons pratiques, pragmatiques, électorales, et qui pensent que s'il y a quand même une certaine marge de manœuvre, lorsque l'on voit le cas de la Hongrie, par exemple, de la Pologne, on s'aperçoit qu'il y a des pays de l'Union européenne qui résistent aux injonctions assez peu démocratiques de la Commission de Bruxelles. Je pense que chaque pays est dans une situation différente et que le dossier est assez technique. On ne peut pas donner une réponse unilatérale. Mais puisque vous parliez de Giorgia Meloni, moi je suis surtout frappé qu'elle se présente comme souverainiste. Parce que dès son arrivée au pouvoir, elle a fait acte d'allégeance au sens le plus féodal du terme aux États-Unis d'Amérique. Donc, pas question de sortir de l'OTAN, pas question de sortir des diktats américains, notamment les sanctions contre la Russie. Donc, je ne vois pas du tout comment elle peut se qualifier de souverainiste. Mais vous savez, l'Italie, qui est un pays que j'adore par ailleurs, est un système où la logique politique est souvent prise en défaut par des tropismes historiques et nationaux. Oui, et ce qui m'a intéressé aussi, d'ailleurs, je sais que c'est là, mais il faut le dire quand même, il y a eu cette année sous Meloni plus d'immigrés reçus en Italie que sous le gouvernement de gauche. Oui, on manque encore de recul pour savoir comment ça va évoluer. C'est un des aspects de l'énorme problème de l'immigration auquel tous les pays sont actuellement confrontés, mais c'est pas très original de dire ça, évidemment, c'est un simple constat. Bien sûr. Mais ce que j'ai aussi l'impression, c'est vrai qu'on a, dans le jeu politique actuel, ce que je voulais amener, on a l'impression que finalement, Marine Le Pen acquiert une image plus présidentiable. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les députés collaborent avec les députés de la majorité, ils ne sont plus vus comme des bannis, au fur et à mesure qu'elle devient de plus en plus modérée et qu'elle abandonne de nombreux thèmes, je ne sais pas, l'immigration zéro, je crois peut-être même la préférence nationale a été abandonnée. En tout cas, je ne dis pas qu'on est pour ou contre ces thèmes, je dis juste qu'elle se modère. Est-ce que vous pensez qu'on pourra arriver un jour, peut-être en 2027, ou peut-être que Marine Le Pen arrivera au pouvoir avec une coalition de droite ou disons centre-droit et fera finalement une politique Sarkozy 2007, vous voyez? Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'envisageable? Je n'en sais rien et je ne fais pas métier de prédire l'avenir. C'est très possible. En tout cas, pour rester sur quelque chose de simple, est-ce qu'une arrivée de Marine Le Pen au pouvoir est possible en 2027? Je pense qu'elle l'est actuellement. D'ici 2027, il peut se passer, comme toujours, beaucoup de choses, et vous savez que tous les pronostics sur une présidentielle qui se situent plus de 3 mois avant le scrutin sont généralement démentis par l'expérience. Cela dit, vous voyez juste en rappelant que tous les sondages montrent qu'il y a un degré d'acceptabilité de Marine Le Pen qui est déjà énorme. Quand on est dans certains votes, autour de 40%, 45%, bon, on n'est pas très loin du pouvoir. Macron ne se représente pas. Il va y avoir une foire d'empoigne pour lui succéder. Alors, elle se modère, oui, dans une certaine mesure. Elle nuance, en tout cas. Bien entendu, il y a toujours des éléments activistes qui disent « Ah ben, elle trahit, finalement, elle va devenir comme les autres ». Mais faut quand même pas oublier de rappeler à ces sympathiques jeunes gens que dans une élection présidentielle, il faut remporter 50% des voix plus une.
hein. C'est-à-dire qu'il faut rassembler. Vous ne pouvez pas rassembler sur une ligne extrémiste et sectaire, si bien intentionnée soit-elle. Donc il faut quand même comprendre ça. Alors, on va... C'est d'ailleurs, j'ajoute juste ce mot, ce qui différencie, je dirais, l'intellectuel, l'historien des idées que je suis, et l'acteur politique. Hein. L'homme politique, il cherche à rassembler. Or, les idées, ça rassemble parfois un peu, mais ça divise aussi, parce que plus vous approfondissez vos idées, plus vous courez le risque qu'il y ait des tas de gens qui ne sont pas d'accord, évidemment. C'est pour ça que les intellectuels sont toujours regardés un peu avec quelques distances par les hommes politiques qui disent c'est très bien, qu'est-ce qu'on peut récupérer là-dedans, mais en dehors de l'aspect utilitaire des idées, ils ont une prudente réserve, indépendamment du fait que la droite a souvent été très très critique vis-à-vis des intellectuels. Pas toujours à tort, d'ailleurs, les intellectuels ont leurs défauts, mais les idées, elles sont nécessaires. Oui, alors, et justement, ça m'amène à la question suivante, au thème suivant. J'ai l'impression que quand vous avez fondé la Nouvelle Droite, la droite à l'époque, ou en tout cas, ne pensait pas. Elle était uniquement littéraire. Et d'ailleurs, elle avait produit d'excellents écrivains. Et la plupart des écrivains, grands écrivains, sans aucun vraiment jugement de l'entre-deux-guerres, de la Seconde Guerre mondiale, de l'après-guerre, les grands écrivains étaient tous de droite. Et on avait l'impression que ces gens-là venaient aux idées par les mots. C'est-à-dire qu'ils étaient avant tout des écrivains. Et si, je ne sais pas, pour prendre quelques exemples, Roger Nimier, Brasilia, Courbaté ont eu des idées, ils ont eu des idées, disons, qui étaient presque accessoires et auxquelles ils sont venus par la littérature et ils se sont enthousiasmés, mais disons que c'était presque du superficiel, c'était presque comme un intellectuel dans la façon dont il aurait écrit son texte. Et j'ai l'impression que donc à cette époque, la littérature, la droite faisait de grands écrivains. Et finalement, la Nouvelle Droite s'est construite un peu comme ça, en disant non, il faut aussi faire des intellectuels et pas simplement faire du baroque, faire du pamphlétaire, des choses qui sont intellectuellement assez faibles. Et est-ce que votre regret finalement, et là c'est pas une critique, ça serait peut-être un regret, c'est de n'avoir pas fait une école de pensée qui aurait pu vraiment concilier les deux? C'est-à-dire on a l'impression que est-ce que la Nouvelle Droite a produit des intellectuels, mais finalement assez peu d'écrivains. Et c'est pas une critique de la Nouvelle Droite, c'est plus une réflexion globale. Est-ce qu'on pourrait avoir une école de pensée qui produit à la fois des écrivains et des intellectuels? Est-ce que malheureusement, il n'y aura pas toujours un débat entre les deux, presque une dispute dans le sens où l'un verra toujours l'autre comme un faussaire? Alors, les deux se complètent, bien sûr. Il est exact de dire que, surtout au XXe siècle, la droite, pour reprendre les termes conventionnels, a été plus littéraire que théoricienne. La gauche, c'est un peu l'inverse. C'est pas forcément un mal, toujours. Je veux dire, la littérature n'est pas méprisable, c'est pas un genre inférieur, et on transmet par le roman, par la nouvelle, parfois par la poésie aussi, une conception du monde, une façon de voir les choses, une certaine représentation de soi-même, du monde, de la société, qui est tout à fait essentielle. Donc je crois beaucoup au pouvoir de la littérature, qui va d'ailleurs en même avec le pouvoir de l'art. Ceux qui attachent beaucoup d'importance à l'esthétique attachent aussi beaucoup d'importance à la littérature, parce que c'est l'esthétique des mots. Maintenant, une école de pensée, elle réunit des gens pour leur apprendre à penser. On ne crée pas une école littéraire de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est que les écoles littéraires qui ont existé dans le passé, l'école réaliste, l'école symbolique et bien d'autres? Ce sont des écrivains isolés, indépendants, qui se sont découverts des affinités, soit par hasard, soit en se lisant, et qui se sont ensuite regroupés pour se dénommer parnassiens, symbolistes ou que sais-je.
la démarche ne peut pas être la même. Hein. Moi, je crois qu'il est très nécessaire qu'il y ait des écrivains. Il y a des écrivains très importants. Je veux dire, Jean Raspail est un grand écrivain. Gabriel Matzneff est un grand écrivain. Olivier Molin est un grand écrivain. Et puis après, on n'aime pas selon les humeurs. C'est ça. Bon. Non, les niveaux sont très différents. Mais nous ne sommes plus, soyons francs, à l'époque de Balzac, de Flaubert, de Zola, de Gide ou de Monterland. C'est un peu plus bas. Hein. Moi, je dis souvent, aujourd'hui, il y a de plus en plus de talent, de moins en moins de génie. Et au fond, ça montre bien ce mouvement général. Je veux simplement dire il y aura toujours, et je l'espère, des écrivains et de très grands écrivains, je l'espère. Mais moi, je suis sur un autre créneau qui est le domaine des essais, qui est le domaine de l'histoire des idées, l'histoire des religions. J'ai publié une grosse centaine de livres, 3000 articles sur des sujets très variés. Moi, je n'ai pas d'œuvre littéraire, ça n'empêche pas de lire énormément de littérature, mais on ne peut pas avoir toutes les casquettes en même temps. Voilà. Oui, alors il y aurait quand même une question qui ne s'adresse pas vraiment à vous personnellement, parce que ce n'est absolument pas votre cas, mais de la même manière qu'on a un mépris de la droite pour les intellectuels, j'ai l'impression qu'on a aussi parfois un mépris des intellectuels pour les écrivains, c'est-à-dire notamment les écrivains d'idées, pas pour le roman. Mais je remarque aujourd'hui, quand on parle à des gens, des intellectuels, des philosophes, même s'ils ne sont pas spécialement éminents, vous voyez, même des gens qui ont fait des thèses de philosophie, des agrégés de philo, voilà, ou des universitaires, et qu'on parle de littérature d'idées, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, je pense je sais pas, on en parlait, aux essais de Gabriel, ou même aux essais de Roland Jacquard, aux essais d'écrivains, je sais pas, de Chardonnay, je sais pas, d'écrivains, bref, d'idées, en tout cas, de Roger Minier. Il y a toujours un côté, une forme de mépris. Il y a quelque chose toujours d'un peu, oh, c'est un peu faible, oh, c'est un peu simpliste. Un peu, j'ai l'impression qu'il y a l'intellectuel voit parfois l'écrivain un peu comme quelqu'un qui est un peu dans le paraître. Oh, c'est un peu du jeu. Oh, c'est un peu du paraître. Oh, est-ce qu'il n'y a pas aussi en France, notamment de la part des universitaires, parfois un mépris un peu pour l'écrivain ? Je ne crois pas que... Je vous trouve un peu sévère dans ce bilan. Il y a peut-être des intellectuels qui détestent les écrivains ou qui les méprisent, et des écrivains qui détestent les intellectuels. L'école des Hussards méprisait totalement ce qu'elle appelait la littérature engagée, moyennant quoi leurs œuvres étaient tout aussi engagées que celles qu'ils critiquaient. Non, je ne crois pas du tout que ce soit une règle, et puis surtout, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu dérisoire à dire qu'est-ce qui est le plus important, un peintre, un poète, un philosophe. Le philosophe, on attend qu'il ait une philosophie cohérente et convaincante, que le poète fasse de beaux vers. Je sais pas, moi ça ne me vient pas du tout à l'idée de faire cette espèce de hiérarchie. Je trouve mon bien où je le trouve. Je lis beaucoup d'écrivains que j'apprécie, je lis beaucoup d'essayistes que j'apprécie. Je ne crois pas qu'il faut raisonner de cette façon-là, même si ça peut exister individuellement chez tel ou tel. Bon, là, ça fait partie du polymorphisme humain. Hein. Mais alors, j'avais aussi sur un autre sujet, sur la question, alors complètement au thème, on va passer des thèmes un peu rapidement, mais sur la question du paganisme, ça m'a beaucoup intéressé. Vous aviez écrit un livre qui s'appelle « Comment peut-on être païen ?» et vous aviez, c'est vrai que le Grèce, c'était au départ, bon, il parle moins de paganisme maintenant, mais à l'époque, il parlait pas mal de paganisme, c'était quand même le païen. Et, bon, si je peux résumer, on disait qu'il y avait une réaction finalement à la morale catholique. Il y avait une réaction finalement à une sorte de moraline catholique. Et j'ai remarqué, ce qui est assez amusant, que finalement, les païens sont finalement, j'allais pas dire plus puritains, mais plus stricts en tout cas, que certains catholiques. Et on a l'impression que finalement, ceux qui se sont, c'est pas votre cas, mais je pense intellectuellement, ceux qui se sont intéressés au paganisme et qui ont réagi à cette morale catholique ont finalement, d'une certaine façon, peut-être parce qu'ils ont théorisé cela,
Et peut-être parce qu'ils n'avaient pas eu finalement une éducation catholique qui est toute une éducation sur le péché, le fait de la confession, sur une forme il y a quelque chose d'extrêmement hypocrite, qui est justement le catholicisme finalement ne fait qu'éduquer des pervers et des libertins. Est-ce que finalement les païens, parce qu'ils n'ont pas eu une éducation catholique, finissent finalement par être beaucoup plus souples? C'est très difficile, c'est pas confus, mais disons que je crois qu'il est difficile de dire les païens, que pensent les païens, etc., etc. Je crois qu'il faut revenir à des choses simples. J'ai effectivement publié, je crois que c'était en 1986, un livre qui s'appelait Comment peut-on être païen, et qui essayait qui n'a pas toujours été très bien compris, qui essayait en fait de théoriser les grandes différences philosophiques et théologiques entre les religions monothéistes, notamment le christianisme bien sûr, et les religions précédentes, c'est-à-dire les religions d'origine européenne, grecque, romaine, germanique, celte et que sais-je, n'est-ce pas? Certains ont pu s'imaginer, je ne sais pas quoi, que je voulais ressusciter des cultes disparus, créer des nouvelles religions. C'est absolument pas cela. Je disais simplement que aujourd'hui, nous avons un héritage double, qui est un héritage autochtone, endogène. C'est les anciennes religions de l'Antiquité, dont il reste évidemment quelque chose aujourd'hui, et d'autre part le christianisme qui lui-même a connu d'infinies transformations au cours de son histoire. Le christianisme primitif n'est pas le christianisme du Moyen-Âge, qui n'est pas le christianisme de la Renaissance ou de l'ère industrielle, etc., etc. Je voulais dire également que spirituellement, de manière morale ou éthique, on peut se sentir mieux à l'aise dans la lecture de Sénèque, de Lucrèce et d'Homère que dans la lecture de Saint Paul et de Saint Augustin, par exemple, et que l'existence de ces anciennes religions fondatrices en Europe n'a cessé finalement de nourrir, non pas des désirs de les recréer artificiellement, ce qui serait absurde, mais d'en célébrer certains thèmes essentiels par les artistes, les peintres, les romanciers, les poètes. Il y a du paganisme chez Alfred de Vigny, comme il y en a chez Monterland, ou comme il y en a au Portugal chez Fernando Pessoa, et chez bien d'autres, n'est-ce pas? Donc on voit sans cesse ces résurgences dans l'œil qui est posé sur le monde, la conception de la temporalité, la différence entre l'éthique de l'honneur, qui est plus volontiers héroïque et exemplaire, et la morale du péché, qui est plus culpabilisante. Toutes ces choses-là n'ont cessé d'être débattues. Le vieux thème Athènes ou Jérusalem reste toujours présent dans beaucoup d'esprits, et ça n'a jamais été abandonné par la Nouvelle Droite, mais la Nouvelle Droite ne se caractérise pas comme une école de pensée païenne. Dans Éléments, il y a aussi de bons catholiques qui écrivent régulièrement. Il ne faut pas oublier que certains ont une conception un peu sommaire du paganisme. C'est peut-être à eux que vous faisiez allusion. Je dirais, ils considèrent plutôt le paganisme comme une sorte de christianisme inversé ou renversé, n'est-ce pas, hein? Mais bon, voilà. Il faut lire Éléments pour voir comment cet intérêt permanent se manifeste par des écrits, des rétrospectives, des découvertes d'auteurs et ainsi de suite. Est-ce que vous pourriez vous dire, c'est pas le cas, mais peut-être un peu comme Michel Maffezoli, catholique mais non chrétien? Enfin, vous savez, c'est une formule qui a été utilisée par beaucoup d'auteurs, ou à propos de beaucoup d'auteurs. Je pense notamment à Maurras. Maurras, tout à fait païen dans sa jeunesse, très critique vis-à-vis de ce qu'il appelait, de ses propres mots, le venin des évangiles. Oui, pour des raisons, il faut le dire, souvent politiques, mais toujours plus ou moins suspecté de sentir
sortir le fagot, n'est-ce pas, qui ensuite s'est modéré parce que son public devenait de plus en plus conservateur. Il professait en même temps une admiration éperdue pour l'institution de l'Église. Hein. L'Église, par sa durée, par sa continuité. Alors on a dit, finalement, il était plus catholique que chrétien. C'est vrai, à mon avis, de beaucoup d'auteurs. Hein. C'est vrai de beaucoup d'auteurs. Moi, je ne suis ni catholique ni chrétien. Je me satisfais de mes convictions telles qu'elles sont. Chacun, après, s'arrange comme il le veut. Il y a des gens qui se réfèrent à un catholicisme ou un christianisme médiéval qui était fortement marqué par le paganisme qu'il avait supplanté. Les grandes fêtes du calendrier liturgique chrétien, on le sait bien, sont calquées sur les anciens calendriers liturgiques du paganisme. Les grandes cathédrales ont été construites à l'emplacement de lieux de culte païens, de temples païens. Tout ça a été étudié 1000 fois. Et donc, au Moyen-Âge, une espèce de pagano-christianisme. Mais personnellement, je ne m'arrête pas là. C'est-à-dire que j'essaye de voir au-delà de ces formes purement sociologiques et historiques, où sont les grands éléments de permanence théologiques, notamment. Hein, le rapport à la temporalité, le rapport à la temporalité, c'est-à-dire est-ce qu'on se sent plus proche d'une conception linéaire de l'histoire ou d'une conception cyclique de l'histoire. Cyclique, c'est le cas plutôt des sociétés traditionnelles. Hein. Mais c'est une matière qui est tellement riche qu'on peut l'aborder, évidemment, de différentes façons. Et est-ce que, alors c'est un peu la même question que tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut être finalement, je pense notamment aux des grands thèmes de Gabriel, Byron, est-ce qu'on peut être libertin sans être catholique, ou en tout cas sans être chrétien? Je pense à Byron, je pense au Marquis de Sade, je pense à Casanova. Est-ce que le libertinage n'est pas finalement n'est pas un enfant du catholicisme? Et est-ce qu'il peut être un enfant? On peut le soutenir, mais vous pourriez poser la question inverse. Est-ce qu'on peut être libertin en étant catholique? Oui, hein? Le libertinage comme vigilance. Le bon chrétien de base vous dira, mais enfin, un libertin ne peut pas être catholique, n'est-ce pas? La réalité montre évidemment que beaucoup de catholiques ont été de grands libertins, pour ne pas dire plus. Hein? Oui, bon, je crois que le libertinage, c'est une forme d'esprit que j'aime personnellement assez. Tout dépend les contours qu'on lui donne, bien entendu. Et moi, je ne suis pas de ceux qui exigent la transparence et qu'on introduise les caméras sous la couette, n'est-ce pas, sous prétexte de dissiper des opacités sulfureuses. Je dirais d'ailleurs que je suis très frappé de ce point de vue-là de la disposition de l'esprit d'un très grand nombre de jeunes aujourd'hui. Hein. D'abord, j'ai l'impression, puisque tous les sondages le montrent, que après 50 ans de libération sexuelle, tout ce à quoi on a abouti, c'est que les gens font l'amour de moins en moins. Hein. Ça a été expliqué par différentes raisons, mais il y a aussi quelque chose qui me paraît évident, c'est la disparition de l'érotisme. L'érotisme est la grande victime de la pornographie brutale, disons, et de quantité d'autres choses. Tout ce qui est de l'ordre de la séduction, du délai, de l'attente, de ce qui est indirect, de la transgression. Hein. Si tout est permis, il n'y a plus de plaisir de la transgression d'abord. Ensuite, cette bienheureuse opacité dont se nourrit les relations amoureuses, sentimentales, libertines, est aujourd'hui frappée de caducité, n'est-ce pas, hein, les gens veulent tout de suite, hein, c'est le speed dating, bon, d'accord, pas d'accord, pam pam, bonjour madame, au revoir madame, et puis, bon, on est assez loin de la force de ce qu'a été l'érotisme traditionnel. Je trouve qu'il y a une disparition aujourd'hui de l'érotisme qui est très
très dangereuse, qui est aggravée encore par la théorie du genre et ce néo-féminisme halluciné qui prône la guerre des sexes, interprète une main aux fesses comme un viol et la moindre tentative de séduction ou le moindre propos de galanterie comme une insupportable manifestation de la masculinité toxique, n'est-ce pas? Les gens ont la trouille, tout simplement. Se lancer dans une entreprise de séduction avec ce que ça suppose de jeu et même d'emprise, pour dire un mot abominable aujourd'hui, je veux dire une relation amoureuse, c'est le croisement de deux emprises. Donc tout cela nourrit des peurs, de véritablement peurs chez les jeunes, qui font que finalement, pour dire les choses crûment, c'est plus simple de se branler dans Internet, hein, c'est tout. Je trouve ça lamentable, je trouve ça assez triste. Disparition de l'érotisme, la disparition de ce qui faisait toute la valeur de la séduction. Oui, et d'ailleurs sur ce point, on parlait de clivage, à chaque époque il y a eu un clivage qui, disons, sépare la société. Si à une époque ça fut peut-être, je sais pas, le prolétariat bourgeoisie, droite-gauche, libéraux, conservateurs, etc. J'ai l'impression que le nouveau clivage, en tout cas que moi je remarque, qui j'ai l'impression est le plus fort dans la société, serait un clivage aujourd'hui entre, disons, les puritains et les partisans, alors on pourrait dire les libertaires, ou en tout cas les partisans de la liberté. J'ai l'impression que ce clivage est beaucoup plus fort, et comme on raisonne, si on aime Carl Smith, en tant qu'ami-ennemi, c'est assez étonnant de voir finalement aujourd'hui que dans les adversaires de la cancel culture, on remarque que des gens, on voit, moi j'ai comparé des interviews, que Philippe de Villiers et Woody Allen tiennent des propos qu'on pourrait copier-coller, que, je ne sais pas qui, Roman Polanski et Marion Maréchal disent des choses à peu près pareilles. Et on a un clivage assez étonnant, j'ai l'impression, entre finalement toute une ancienne gauche, presque la gauche morale, qui se retrouve finalement avec une extrême droite plutôt antiféministe, dans l'idée d'un ennemi commun qui est un ordre moral puritain, protestant et censeur. Alors, c'est pas faux. Je pense que vous exagérez néanmoins en y voyant le principal clivage actuel. C'est un des traits de la société actuelle et ce qui est très effrayant parce que ça contribue à ce que je disais tout à l'heure, à savoir la disparition de l'érotisme, c'est que via les États-Unis, nous arrive un retour d'un refoulé puritain absolument extraordinaire. Et c'est pas du tout de l'antiféminisme que de le rejeter. Si la cause féministe se confond avec le puritanisme, ces pauvres dames sont perdues et nous avec, n'est-ce pas, hein? Les dames quakeresses de la nouvelle gauche morale, c'est-à-dire celles qui ouvre le libre-champ à la moraline, est absolument insupportable. Hein. C'est tout. Moi, j'ai toujours eu une opinion positive du féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est très simple. C'est de réévaluer le rôle et la fonction des femmes dans le sens de plus d'égalité par rapport aux hommes et de considérer que les personnalités, les valeurs féminines ont tout autant de valeur que les valeurs ou les préférences masculines. Ce n'est pas de nier l'existence des sexes, ce n'est pas de prôner la guerre des sexes, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez toute une variante du néo-féminisme qui importe ce néo-puritanisme qui empoisonne les relations amoureuses et qui tombe parfois dans un style hystérique parfaitement ridicule. Ridicule, hein. On pourrait donner 1000 exemples de telle femme qui 30 ans après les faits se déclare absolument traumatisée qu'un acteur connu lui a posé la main sur la hanche dans une soirée un peu un petit peu abreuvé, comprenez ce que je veux dire. Donc je sais pas, je trouve que tout ça devient insupportable et que parfois on a l'impression qu'on sort du politique ou de l'idéologique
pour rentrer dans le psychiatrique. Il y a des manifestations aujourd'hui qui sont totalement délirantes, quoi. Tout simplement, on pourrait en faire un catalogue. Il y a des livres qui sont parus. Même ce terme de woke, n'est-ce pas, d'où le wokisme, c'est un terme puritain. C'est woke, c'est l'éveil, les éveillés. Et les grands réveils puritains ont marqué l'histoire de la religion aux États-Unis depuis pratiquement les origines, n'est-ce pas, hein? Et la moitié des films produits par le cinéma américain, parmi les meilleurs, aujourd'hui ne pourraient plus être tournés à Hollywood, hein, parce qu'il y aurait des sensitivity readers qui diraient « Oh, mais non, attention, parce que là, on risque de choquer un tel, ou alors des choses totalement ridicules comme taxer d'appropriation culturelle le fait que il faille être ce que l'on joue. Hein. Si on joue le rôle d'un homosexuel, il faut être homosexuel. Pourquoi? Est-ce que pour jouer le rôle d'un nazi, il faut être nazi? Hein? C'est tout aussi ridicule. Et c'est surtout une méconnaissance même du métier de comédien. Qu'est-ce que c'est qu'un grand comédien? C'est quelqu'un qui est capable de jouer tous les rôles et d'incarner ce qu'il n'est pas. Hein? Jean Gabin peut incarner un PDG, un député, un clochard ou un mécanicien de locomotive, hein, et lui faire un procès rétrospectif pour dire qu'on n'a pas le droit d'être ouvrier si au cinéma si on n'est pas soi-même ouvrier. Enfin, ça aboutit à des choses totalement grotesques. Et on est dans le grotesque. C'est là où les vannes de la psychiatrie deviennent de grandes ouvertes. Et est-ce qu'on peut penser, alors je sais que c'est une simplification, mais c'est un exemple personnel. À Playboy, j'ai l'impression qu'il y a principalement deux types de personnes qui critiquent, parce que, au départ c'était un magazine de charme, donc avec des photos de nus. Et il y a principalement deux types de personnes qui nous menacent et nous critiquent. C'est soit des féministes pour qui montrer des femmes nues c'est l'objectivisation de la corps, je sais pas ce qu'ils disent, ou alors des islamistes pour qui nous sommes des décadents dévoyés. Et j'ai remarqué sur les plages, moi je suis plutôt, je défends, enfin, le monokini, ou par exemple, je ne sais pas, ou le topless, ou en tout cas, etc., sûrement pas le nudisme, et les deux adversaires des gens qui veulent par exemple de ça sur les plages sont d'un côté les féministes, qui disent qu'une femme, par exemple, qui se met seins nus sur une plage, c'est honteux, que c'est la marchandisation, que c'est objectivé, que c'est vraiment des rats, et évidemment les islamistes pour qui, en tout cas, une sorte d'islam radical qui veulent monokini. Et on a l'impression qu'entre certaines figures d'un féminisme radical et certains islamistes, il y a presque une forme de même haine du sexe, même de la séduction, même des rapports entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup d'absurdité et beaucoup d'hypocrisie. Ouais. C'est très clair. Lorsque les femmes dénoncent le fait que leur corps soit utilisé, d'abord ne serait-ce qu'à des fins publicitaires, vous vendez mieux en produit en l'associant à l'image d'une femme attirante et belle pour la plupart des gens, qu'en l'associant à la figure du charbonnier d'en face. Bon. Oui, c'est vrai, bien sûr, cette représentation peut être dévoyée, mais d'un autre côté, la beauté est quelque chose qui existe. Hein. Alors les gens vous répondront oui, mais alors la grossophobie, n'est-ce pas? Bon, la grossophobie, je rigole. Hein. Je veux dire, les gens qui sont en grand surpoids, les gens qui sont obèses, c'est une maladie, l'obésité. C'est pas drôle du tout d'être obèse. Ça veut pas dire qu'on va les montrer du doigt comme des coupables, mais c'est une maladie, l'obésité. Donc, si le regard de l'autre, et notamment le regard des hommes, était si nécessairement pervers et abominable, on se demande pourquoi les produits de beauté se vendent dans une telle quantité. Pourquoi est-ce que les femmes prennent le soin de s'apprêter, de bien se coiffer, parfois de bien s'habiller, pas toujours, mais sinon pour retenir l'attention sur retenir le regard des autres. Si tout ça se déroule sans violence, sans
tous les phénomènes de harcèlement sexuel que l'on connaît, c'est assez normal. Donc il y a quelque chose d'absurde et de malsain finalement. Hein. Et puis qu'on foute aussi la paix aux gens. Si une femme veut aller se mettre seins nus à la plage, elle fait ce qu'elle veut. Et il ne faut pas demander l'autorisation au bureau du politiquement correct. Hein. Je trouve ça tout à fait insupportable et franchement ridicule, tout simplement. On va parler un tout petit peu d'international. Vous aviez écrit un livre qui avait fait date, je crois que c'était chez Robert Laffont, qui s'appelait Europe tiers-monde, même combat, qui, je trouve, avait été prophète sur beaucoup de points. Alors, je simplifie et résumer, mais ce livre, finalement, a été validé par énormément, que ce soit la Seconde Guerre d'Irak, ce qui est quasiment prévu dans... Je ne sais pas si... En quelle année est paru C'est paru vers 81-82. La Seconde Guerre mondiale a tellement eu ça, aussi bien le printemps arabe, l'échec du printemps arabe, la chute de Kadhafi, beaucoup de choses ont été validées par ce livre. Et quel était le point de départ de Europe tiers-monde? C'est simple. Voilà. C'est simple. Le point de départ, c'était une réflexion sur l'état du monde à cette époque. C'était l'époque où la guerre froide battait encore son plein, et il y avait deux camps, hein, le camp soviétique et le camp qu'on appelait libre. Hein. Depuis, on a appris à rajouter quelques guillemets à cette expression, et l'Europe était sommée de s'aligner sur les États-Unis ou sur l'Union soviétique, et mon point de départ, c'était que non, je vois pas pourquoi l'Europe devait s'aligner sur les uns ou sur les autres, et plutôt, elle devait s'associer aux pays tiers. C'est-à-dire qu'on appelait le tiers-monde, et qui avait peut-être des partenariats à établir sur ces pays dont je prévoyais qu'ils allaient quand même, pour certains du moins, prendre de plus en plus d'importance. Finalement, ce que j'appelais le tiers-monde, ce qu'on appelait le tiers-monde, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS, hein, c'est-à-dire les pays émergents, et je continue à penser que l'intérêt géopolitique, mais aussi spirituel, dans certains côtés, de l'Europe, des Européens, c'est de nouer des liens avec d'autres cultures, plus ou moins traditionnelles, d'autres civilisations, d'autres États-civilisations, pour prendre une expression qui est apparue récemment également, et c'est en cela que le livre a été assez prophète, et aujourd'hui, nous voyons que l'état du monde est en train de se rebattre totalement à la faveur de ce grand révélateur géopolitique qu'aura été la guerre en Ukraine, hein, qui fait que on retrouve d'un côté aujourd'hui ce qu'on dénomme à Moscou l'Occident collectif, et puis tous les pays du monde qui ne veulent plus être alignés sur les États-Unis, qui estiment d'abord que les États-Unis sont un pays en perte de vitesse et une culture profondément décadente, qui voudrait échapper à l'internationalisation du droit américain, qui voudrait échapper à l'emprise du dollar et trouver les lignes les plus exaltantes de leur développement endogène, c'est-à-dire selon la façon qui est la leur de voir la vie politique et sociale et de voir le monde, hein, et qu'on sorte une fois pour tout de cette idée que, comme le croyait Condorcet, une bonne constitution vaut partout et toujours, ce qui vaut dans un pays vaut dans tous les autres pays, d'où la théorie des stades. Vous savez, il y avait l'Occident qui est très avancé, et puis les autres malheureux qui étaient en retard, mais on les aimait bien, et ils allaient combler leur retard. Pourquoi? Ils n'avaient pas du tout de retard à combler, ils avaient simplement à trouver la voie de développement et de perpétuation d'eux-mêmes qui correspondait à leur héritage et à ce qu'ils souhaitaient prendre chez les autres, ici ou là, n'est-ce pas? Donc il s'agit d'en finir avec l'universalisme et de redécouvrir ce qui pourrait s'appeler au fond le pluriversalisme, hein, car le monde n'est pas un universum, mais un pluriversum. D'ailleurs, il y a eu un moment, je crois que c'était à peu près, si les dates vont il y a 2 ans,
où on aurait pu penser qu'il y avait une internationale des antimondialistes, ou en tout cas un pluriversum, parce qu'on a eu au même moment au pouvoir Bolsonaro au Brésil, Trump aux États-Unis et Poutine en Russie. C'est-à-dire 3 personnes qui sont relativement... Trump était assez peu interventionniste. On a dire 3 personnes qui étaient assez contre la mondialisation et qui étaient un peu pour le chacun ses soi, et qui finalement n'étaient pas les 3 forcément en désaccord. Le grand moteur de l'universalisme politique, c'est évidemment l'universalisme américain. Voilà. Je ne sais plus quel est l'auteur qui a fait cette remarque très juste, que le monde reste, pour la majorité des Américains, incompréhensible aussi longtemps qu'il n'a pas été américanisé. Je trouve que c'est parfaitement exact. J'ai séjourné à plusieurs reprises aux États-Unis et j'ai pu vérifier le bien fondé de cette proposition. Les États-Unis ne parviennent pas à comprendre que ce qu'ils trouvent épatant pour eux n'est pas forcément trouvé épatant par les autres et n'est pas forcément souhaitable pour les autres. Donc, ils veulent exporter ce qu'ils appellent la démocratie et la liberté, c'est-à-dire en fait le pouvoir d'une oligarchie financière, et une façon de concevoir les rapports humains qui n'est celle ni des Africains, ni des Asiatiques, ni des Latino-Américains, ni des Chinois, qui sont tout aussi légitimes à penser que pour eux sont préférables les choses qui leur appartiennent. Oui, mais est-ce que finalement Trump était d'une certaine façon le plus anti-américain des présidents américains ? Je ne sais pas, il avait quand même... Bon, la personnalité de Trump, moi, me laisse toujours un peu partagée parce qu'il y a des choses très sympathiques chez lui. En même temps, il y a un côté un peu docteur Folamour. C'est un homme très imprévisible, disons, qui peut aussi bien décider d'intervenir que de ne pas intervenir. Les démocrates, ce sont ceux qui ont le plus intervenu, avec les brillants résultats que l'on sait, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, et le fait que les États-Unis, depuis la Seconde Guerre mondiale, ça commence avec la guerre du Vietnam, ont fait la guerre partout, mais ils l'ont perdu partout. Je crois que ça en prend le chemin également vraisemblablement en Ukraine. Donc on verra comment tout ça tourne, mais je crois qu'il faut toujours, moi c'est mon rôle en quelque sorte, revenir aux grands axes signifiants. Et le grand axe signifiant en la matière, surtout en matière géopolitique, c'est de savoir si l'on veut l'unification de la Terre sous la férule de l'État de la superpuissance la plus puissante, n'est-ce pas, sans doute encore aujourd'hui les États-Unis, ou si l'on veut restituer au monde une dimension de pluralité qui, à mon avis, fait sa richesse. Alors pour conclure, on va finir bientôt conclure, j'avais 2 questions, j'ai demandé à 2 très bons amis communs qui bien sûr étaient venus il y a longtemps, hier, je dis que vous recevez, et s'ils avaient une question pour vous. Alors les 2 m'ont envoyé une question. Alors le premier c'est Michel Maffezoli, que oui. Beaucoup, etc., qui m'a dit une question qu'il voulait vous poser. Il me l'a écrite. Il dit: on sait d'antique mémoire que le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Joseph de Metz disait il faut être réactionnaire mais non conservateur. Cher Alain de Benoît, vous qui prenez au sérieux le rôle de la tradition, ne faudrait-il pas défendre un enracinement dynamique ? Cher Michel Maffezoli, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. La formule de l'enracinement dynamique revient beaucoup dans ses derniers livres et j'en suis très heureux car je crois effectivement à l'enracinement dynamique. Maintenant, la question de savoir s'il vaut mieux être conservateur ou réactionnaire me laisse un peu sceptique. Du côté d'abord du conservatisme, le conservatisme vaut s'il est capable d'identifier des choses qui méritent d'être conservées. Si c'est pour conserver le musée
les souvenirs transformés en musée et conserver les cendres, franchement, ça vaut pas la peine. Et là, on rejoint l'enracinement dynamique. Je crois qu'il ne faut pas conserver les cendres, mais conserver la flamme. En ce qui concerne la réaction, je ne suis pas très restaurationniste, si vous voulez. Vous savez, le vieux thème de droite, c'était mieux avant. Oui, parfois. Pas dans tout. Il y a des choses, c'était pas du tout mieux avant. Mais dans bien des cas, oui, c'était mieux avant. Mais c'était avant. Donc, nous sommes aujourd'hui appuyés sur le passé, enracinés, mais dans une perspective dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le passé n'est pas dépassé, qu'il conserve toute la force du message qu'il a à nous transmettre, mais pas pour revenir. Hein. D'ailleurs, quand j'avais publié Comment peut-on être païen, je vais t'expliquer, j'avais parlé d'un recours au paganisme par opposition à un retour. Hein. Ben, c'est la même chose. Nietzsche disait on ne ramène pas les Grecs, mais les Grecs nous donnent de grands exemples. Hein. Et quels exemples est-ce qu'ils nous donnent? Ça, c'est un thème que Heidegger a abordé. Ben, il nous donne l'exemple d'un commencement. Comment est-ce qu'on détermine un moment matinal ou auroral? Hein. Comment est-ce que l'on peut commencer ou recommencer? C'est ce que nous apprend le passé. Le passé nous apprend une nouvelle manière d'envisager l'avenir, hein, qui n'est pas une répétition, mais le fruit d'un exemple. Apprendre à recommencer. Donc, tout à fait d'accord, évidemment, avec l'ami Michel Maffezoli pour parler de l'enracinement dynamique. Même si lui voit peut-être plutôt dans la postmodernité une sorte de retour de l'archaïsme. Oui. Qui serait en fait une vision extrêmement heureuse. Ça, c'est une grande discussion entre nous. Je le trouve parfois trop enthousiaste sur la postmodernité, qui me paraît quand même empreinte de beaux restes, entre guillemets, de la modernité tout court. Je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il observe qu'aujourd'hui, les instances surplombantes, comme il dit, s'effondrent. Hein, ça rejoint les transformations du paysage politique auxquelles nous assistons. Lorsqu'il montre l'importance de la pulsion dionysiaque, de l'émotionnel. Hein, en même temps, je trouve ça très bien, le recours aux catacombes. Hein. Mais les catacombes, ça peut être le pire et le meilleur. Hein. Ça peut être ceux qui attendent leur heure, et puis ça peut être les égouts. Donc, je suis pas sûr que l'individualisme, par exemple, ait totalement disparu, et que l'émergence des nouvelles tribus les fait véritablement disparaître. Et nous avons connu, Maffezoli et moi, quelqu'un comme le sociologue Jean Baudrillard, qui était plus pessimiste que Maffezoli, avec ses travaux sur le virtuel, sur le simulacre, la simulation. Je crois que Baudrillard avait raison sur beaucoup de points. Il aurait certainement à dire sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour l'essentiel, oui, j'aime beaucoup les travaux de Michel Maffezoli. Alors, dernière question de Gabriel Maznev qui vous demande quelle recette de diététique, quelle recette donnez-vous pour résister à l'agressive imbécilité du néo-puritanisme qui règne sur la planète? Gabriel Maznev est grand amateur de bonne cuisine, où l'on se tape la cloche, selon son expression, et la diététique de Lord Byron a été d'ailleurs l'un de ses grands livres. Bon, j'ai pas de recette de cuisine, parce que les recettes toutes faites dans le domaine de l'action collective, ça n'existe pas. Sinon, Lénine n'aurait pas dit que faire. Hein. C'est une question qu'on est condamné à se reposer. Alors, je ne vais pas développer le vaste panorama de tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, mais donner une peut-être recette petite, mais personnel et ferme. Hein. C'est dans un monde de décadence et d'offensive néo-puritaine et autres, se dire ça ne passera pas par moi. Hein.
Le monde changera, mais je ne changerai pas avec lui. Hein. Je ne changerai peut-être pas le monde, mais lui ne me changera pas, comme disait Jean Mabir. Il y a tout un tas de choses que je déplore dans le monde actuel. J'en fais le serment, ça ne passera pas par moi. Merci beaucoup Alain Benoît pour cette émission. Merci beaucoup à tous. Salut et bonne année. Merci à vous. Merci.